Nous sommes avec Anne-Marie Polo, qui a travaillé à l'étranger longtemps, qui est formatrice de formateurs et qui a copiloté un projet qui s'appelle On joue avec la FIPF, Fédération internationale des professeurs de français. Elle a beaucoup travaillé avec l'ASDIF et le copilotage du projet On joue s'est effectué avec Sandrine Boussard. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de jeux en classe et on va commencer par cette question. Pourquoi c'est intéressant de jouer? Si vous demandez aux enfants, si vous regardez autour de vous, vous voyez bien que c'est intéressant, hein. On n'a jamais eu des enfants qui traînaient les pieds pour aller jouer, ou très peu, alors que le chemin de l'école pose parfois plus de problèmes pour les convaincre d'y aller. Donc, déjà, on a une preuve par l'exemple. Si on lit un peu la littérature existante, littérature universitaire, littérature de psychologues sur le jeu, on trouvera aussi de multiples arguments pour annoncer que le jeu est un élément puissant d'apprentissage. On a, j'allais dire presque, qui est dans nos gènes, seulement on lui a tourné le dos, puisque tous les animaux jouent pour apprendre, et il n'y aurait que les êtres humains, soi-disant, qui ne joueraient pas pour apprendre. Donc, simplement, peut-être que c'est plus compliqué de l'appliquer à des domaines comme les langues et non plus simplement à la façon de courir, d'attraper une proie ou de tisser son fil. Alors, pourquoi jouer? Parce que les règles sont différentes et que du coup, c'est très souvent le plaisir d'abord, et c'est ce qui permet effectivement d'amener à soi les enfants pour d'autres activités, le plaisir. Et l'autre aspect, c'est que par le jeu, on mémorise en fait beaucoup mieux. Donc, plaisir d'apprendre, plaisir de mettre au plus près la réussite, et avec un professeur qui s'efface. Je crois que c'est ça ce qui est important dans le jeu. Et comment on peut mettre ça en pratique? Comment ça se passe dans une salle de classe? Alors, dans une salle de classe ou en dehors de la salle de classe, hein, puisque en un sens, quand on joue, tout est bon, hein. On accepte aussi de pousser la porte. Alors, on peut jouer avec… D'abord, on peut jouer à tous les niveaux. Comment on peut jouer? Je vais dire à un niveau débutant. À un niveau débutant, c'est très ingrat d'apprendre une langue au niveau débutant. C'est toujours comment je m'appelle, tu t'appelles, comment je m'appelle, et on voit les enfants qui défilent pour venir dire je m'appelle, alors que tout le monde sait comment il s'appelle. Donc, ça n'est pas réellement, ça n'est ni du jeu, ni un apprentissage satisfaisant, puisque on est des petits perroquets et non pas des gens en train de s'exercer avec plaisir. Alors, je vais prendre un premier exemple, le vocabulaire de la classe. Ce vocabulaire, on peut effectivement l'apprendre en le recopiant, on vous montre un objet et vous dites de quoi il s'agit. Ça peut être un peu ennuyeux. On a d'autres façons. D'abord, une façon très très active qui pourrait être de demander aux élèves d'incarner ces objets. Les objets s'animent. Vous êtes une chaise, un téléviseur, une table, et bien sûr, vous vous connaissez très peu, vous vous rencontrez pourtant. Il est bon à ce moment-là de vous saluer. Alors, ou bien en rang, en ligne par deux, en ligne, vous allez vous approcher de l'autre, lui tendre la main, un petit salut. Bonjour Madame la chaise, bonjour Monsieur le bureau, bonjour Monsieur le crayon, bonjour Madame la gomme, et on se salue. Donc, on est bien dans une interaction, on est bien dans ce vocabulaire qu'il faut mémoriser, et se rappeler aussi qu'on mémorise mieux lorsqu'il y a une émotion. Et là, il y a eu l'appréhension d'avoir à prendre la parole, mais ce n'est pas bien important, puisque on voit bien à quel point c'est de la fiction.
ce n'est pas sérieux. Donc, le professeur va quand même pas mettre des notes à ça. Donc, ce petit jeu de théâtre va être un moyen de mémoriser par l'action, par le plaisir, par la fantaisie, ce qu'on aurait peut-être très mal appris autrement. Il y a d'ailleurs énormément de façons insolites, non scolaires, d'apprendre et de mémoriser. Vous avez tous, je pense, si vous êtes dans une ville où il y a des trottoirs, ou bien on peut le faire avec une marelle, on met un pied devant l'autre dans des carrés et il ne faut pas toucher les limites du périmètre. Alors, on avance un pied. Je vais prendre par exemple le mot chaise. Le mot chaise, c'est compliqué. Ce sont che qui se prononcent, mais qui est inscrit avec 2 lettres, C et H. Donc, chaise, C, on met un pied sur le premier carré. H, on met le pied sur le deuxième carré. A sur le troisième. I, quatrième, S, cinquième, E, et puis après, chaise, mais en marche arrière. Chaise écrit sur le dos du copain. Chaise en ouvrant les yeux. Chaise en fermant les yeux. Chaise chuchotée. Chaise hurlée. Donc, on est dans des jeux que l'on peut faire seul, à deux, avec ou sans interlocuteur. Et il y en a énormément. Et on vous dit simplement, ces jeux, quand ils sont des jeux solitaires, ce sont des façons de mémoriser à la maison, ou bien dans un coin, dans la cour, dans le jardin, sur le chemin de l'école, et puis donc d'autres moyens comme celui que j'ai indiqué. Ça, c'était vraiment le niveau basique. Mais puisque je disais, on se salue, à ce moment-là, comment tu t'appelles? Si vous dites comment tu t'appelles pour demander à l'autre son prénom que vous connaissez déjà, le jeu risque d'être un petit peu ennuyeux. Or, on a dit, le jeu, c'est un moment de plaisir. Ce n'est pas le moment où on apprend pour faire plaisir au professeur, mais c'est le moment où on se fait naturellement plaisir. Alors, un autre moyen de jouer, je me présente. On pourra après se présenter entre personnes qui se connaissent et on découvre des choses qu'on n'en connaît pas. Je me présente avec ma carte de visite. Et ma carte de visite, c'est 3 mots. C'est 31, 75, 4. Ben oui, personne ne sait. C'est vrai, personne ne sait. Alors, comment on fait? D'abord, si je joue à ça, peut-être que on peut laisser les élèves derrière leur bureau, on peut choisir d'être tous ensemble et de faire un cercle. C'est plus agréable pour parler que de parler avec une personne devant et les autres vissés à leur, non pas à leur chaîne, mais à leur table et à leur chaise. En fait, les élèves vont poser des questions auxquelles on va répondre par oui ou par non, et ils vont finir par découvrir. 4, vous avez 4 enfants? Non, non, j'ai pas d'enfants, c'est pas ça. Ah, vous avez 4 chiens? Tout le monde rit, parce qu'on sait bien qu'il est peu probable d'avoir 4 chiens. L'atmosphère est différente, mais on a eu le droit de donner des réponses fantaisistes. Non seulement on en a eu le droit, mais ça a montré au professeur qu'on était capable de réemployer du vocabulaire d'une façon qui n'est pas le copier-coller du livre. Vous parlez 4 langues. Très bien. On applaudit celui qui a trouvé une première réponse. Donc, essayez de poser des questions, alors que généralement, c'est le contraire. On vous pose des questions, l'élève pose des questions aux élèves. Là, on est dans le cas où ce sont les élèves qui sont les inquisiteurs joueurs. Et apprendre la forme interrogative, les formes interrogatives, c'est bien un des objectifs linguistiques qui apparaissent dès la première année d'apprentissage, mais que l'on met rarement en pratique autrement que par les exercices du manuel. À la rigueur par une tâche, mais une tâche qui souvent ne s'adresse pas aux élèves entre eux. On peut aussi choisir
des jeux qui ont beaucoup de variantes, alors qu'au départ, ils vont être très simples. Je pense à un jeu comme le Jekia. Jekia, vous ne connaissez peut-être pas, ce sont des petites cartes qui comprennent une énonciation, j'ai, alors j'ai le chiffre 3, donc j'ai 3, qui a le chiffre 7, qui a 7 par exemple. Donc chaque élève, chaque joueur a une carte qui permet de répondre à la carte précédente. J'ai 3 qui a 4. J'ai 4 qui a 9. J'ai 9 qui a 8, etc., etc. Et on va donc de question en réponse en faisant une chaîne qui se terminera par la carte du premier qui a parlé. Pourquoi les chiffres? Pourquoi ai-je donné l'exemple des chiffres? Parce que les chiffres, on ne les sait pas. Même les enseignants, souvent, commencent à être très peu à l'aise, sitôt qu'on passe lorsqu'on a 40, 50, 60, 70, 70, 73, 74, ça devient bien compliqué. Et comme on n'a pas eu d'occasion de les utiliser, à ce moment-là, bien sûr, on les oublie. C'est normal. C'est normal, mais il y a des moyens de les apprivoiser. Donc, les petites cartes, chacun a reçu sa carte, on a vérifié qu'il était capable de lire d'abord le premier chiffre, on fait le tour du cercle ou du groupe et on regarde maintenant s'ils sont capables de comprendre le deuxième chiffre et le jeu commence. Le jeu, alors ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de lire ces deux chiffres, même en mettant l'intonation. Celui qui a la parole se lève et quand il appelle l'autre joueur qui a la carte qui commence par j'ai 9, l'autre joueur va se lever pour prendre la parole. Et du même coup, libérer le premier qui peut s'asseoir. Donc, j'ai 8 qui a 9. J'ai 9, on peut se rasseoir. Et le jeu va donc se dérouler avec une suite de assis debout, assis debout, assis debout. Quel est l'objectif? De ne pas se tromper, d'arriver à comprendre que c'est bien sa carte. Et on a des indices que les élèves, c'est le cas de le dire, se prennent au jeu. C'est qu'au lieu de dire j'ai 5 ou j'ai 7, on va entendre c'est moi j'ai 7, alors que sur la carte, il n'y a pas écrit moi j'ai 7. C'est moi, et puis s'il y en a un qui rêve, les autres vont se mettre à rire, vont attendre, vont regarder. Donc on est bien dans une vraie interaction. Cette interaction, on peut encore l'augmenter, soit en disant par des défis. Dans les jeux, il y a presque toujours un défi. Défi entre groupes, entre équipes, défi de personne à personne. Quel peut là être le défi? Le défi, c'est de faire un sans faute. Le défi, c'est de faire de plus en plus vite. Le défi, c'est de se comprendre, même si on parle plus lentement. Ou bien au contraire, de parler en ayant l'air fâché, en ayant l'air souriant, en ayant l'air triomphant. Et on peut même introduire pour ça un lancer de dés. Un animateur, qui n'est pas forcément le professeur, aura un gros dé en main. Quand il le lance, ça donne le ton sur lequel va se jouer la partie ou une partie de la partie, les premiers chiffres de la partie. Donc, varier aussi les contenus. On peut remplacer les chiffres par les lettres de l'alphabet, parce que l'alphabet, alors qu'on en a besoin, on est dans un hôtel, on vous demande d'épeler votre nom. Ah, oui, mais on ne connaît pas les lettres de l'alphabet. Donc, mémoriser les lettres de l'alphabet. J'ai G qui a H, j'ai H qui a O, ou bien même des sons. Tous les sons nasales, toutes les nasales qui sont parfois difficiles à le reconnaître. J'ai on comme dans parlons, qui a ou comme dans roudoudou. Bon, à ce moment-là,
ou roudoudou qui n'était pas une nasale, mais utiliser un jeu de jekia avec des nasales est aussi un moyen d'écoute et de réalisation, ou en mêlant des nasales et des sons qui sont les sons avec lesquels ils sont confondus. Je pense à on et o, par exemple. À force de les retenir, là, et avec d'autres jeux dont nous pourrons aussi parler, on va avoir des suites dont les élèves, je ne veux pas dire raffolent, mais en tout cas qu'ils aiment beaucoup. On peut d'ailleurs remplacer ces éléments basiques par des histoires. Si on prend toujours les difficultés d'une première année d'apprentissage, il se trouve que le français, malheureusement, a tous les verbes pronominaux se trouvent dans les premiers verbes à apprendre. On prend la journée d'un enfant, je me réveille, je me lève, je me lave, qu'est-ce qu'on a encore? Je me brosse les cheveux, je me lave les dents, bref, tous les pronominaux sont là. Eh bien, on a je me réveille, qui se lave, je me lave, qui mange, je mange, qui s'essuie la bouche. Enfin, bon, les exemples ne seront pas exactement toujours ça, mais on va pouvoir utiliser toute une série de verbes et les dédramatiser un peu, ces apprentissages, puisqu'on les a sous les yeux. Mais on les utilise pour un jeu, et au lieu de les mémoriser pour rien, si ce n'est pour apprendre sa leçon. Et en plus, si on dit que dans un premier temps, on lit la carte, mais que quand on s'est familiarisé avec ces cartes, on regarde la carte et on montre la carte au public en même temps qu'on appelle, je me réveille, qui se lève, vous avez été obligé de retenir la formule au lieu de simplement la lire. Répétition, répétition et variation, on a de cette façon des manières de retenir beaucoup de lexique. Un jeu aussi très connu qui s'utilise dans ces premiers temps, c'est le jeu de loi. Le jeu de loi qui nous semble évident à nous parce que nous sommes à Paris ou à Saint-Malo, en Bretagne, mais vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Si vous avez testé le jeu de loi en pensant avoir bien expliqué les règles et que vous apercevez que les joueurs ne dépassent pas la case 6, vous aurez compris qu'il faut, dans un jeu, préciser qu'on progresse de case en case en nommant les cases 1, 2, 3, 4, ce qui permet d'ailleurs de réviser les chiffres, mais aussi que quand on rejoue, on va aller plus loin. Ce qui signifie qu'au départ, il faut expliquer que les pions ne sont pas n'importe où sur les cases, ni au-dessus ni au-dessous. Donc, moi, je les mets dans un parc à pions, dans un parking, avant le démarrage. Et ensuite, on va de case en case, ce qui permet au maître du jeu du petit groupe de vérifier que personne ne triche. Bon, on va me dire, dans un jeu de loi, c'est le prof qui pose la question. Non, c'est la case du jeu qui pose la question. Mais non, on a tous les éléments, là encore, pour de l'interaction. Quand on joue au jeu de loi, par exemple, vous avez un petit jeu avec un mot dans chaque case et le titre est « Parle-moi de toi ». Eh bien, imaginons qu'à la case, on a Jean a avancé jusqu'à la case 4. À la case 4, il y a marqué « Loisir ». Eh bien, la personne qui est à la droite du joueur est la personne qui va poser la question au joueur qui a lancé et qui est arrivé sur la case 4. Loisir. Parlez-moi de vos loisirs. Que fais-tu pendant tes loisirs? Quel est le loisir que tu préfères? Bien entendu, au début, on peut aider un peu les élèves ou même leur donner des fiches qui vont leur permettre de poser des questions
à celui qui lance le dé. Mais on doit toujours avoir une question, une réponse. Sinon, j'allais dire, ce n'est pas du jeu. Et oui, mais alors, où est l'évaluation? L'évaluation, c'est simplement, dans un premier temps, être capable de prendre la parole. Parce qu'au fond, votre objectif premier, c'est quand même de prendre la parole. Et si on voyage un peu, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas un Français qui serait le Français de France et de l'Académie, mais des Français variés. Donc, acceptez que dans un premier temps, vos élèves parlent avec leur petit bagage, qu'ils osent parler. Et s'ils osent parler, ils vont aller plus loin, ils vont aller écouter aussi peut-être un jour Question pour un champion qui leur permettra de jouer. C'est une réalité. Je connais un jeune homme étudiant qui ne savait pas très très peu de français, basique, qui m'a appelé au téléphone 2 ans plus tard. Il avait appris avec Question pour un champion. C'est ce qui l'avait motivé. Il répondait avec cet animateur qui posait les questions. Il avait appris à répondre, il avait appris à se poser des questions. Il avait du coup motivé, été chercher plus loin les réponses. Alors, bien sûr, tous les jeux ne sont pas des jeux de loi, des lotos, des bingos. Très important le bingo. Quelle est l'importance, on va dire, la supériorité du bingo sur le loto? Que chaque fois qu'on a fait une ligne, ou chaque fois qu'on a donné 4 ou 5 bonnes réponses, on se lève, on crie bingo, on est applaudi. Bouger, c'est important. On n'apprend pas, être ému, c'est important. On n'apprend pas simplement avec un cerveau qui ne serait fait que d'écriture et de constatation. C'est, je crois, oui, c'est Pascal qui disait « La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses ». Eh bien, sans motivation, ça rime avec émotion. Mais donc, je disais, on n'apprend pas toujours simplement à ce niveau-là. Il faut pouvoir aller plus loin, il faut des simulations, il faut des discussions, des argumentations. Donc, on peut aller de raconter des histoires à simuler un jeu qui serait un conseil municipal, voire un conseil municipal où on a une communauté de communes et présider au destin de groupes sociaux. C'est possible, les jeux existent maintenant en grand nombre et là aussi on fait des découvertes très intéressantes. Que par exemple, un peu comme la censure a un rôle moteur, des éléments supplémentaires dans le jeu, des contraintes, peuvent entraîner à travailler davantage, peuvent accélérer la motivation. Je te demande d'argumenter pour me dire pourquoi c'est toi qui dois partir en avion alors qu'il ne reste qu'une place et qu'il y a 10 personnes qui veulent partir immédiatement. Si je te donne l'obligation d'ajouter et de plus, par ailleurs, et je ne vous ai pas dit que, la personne va trouver des arguments supplémentaires pour présenter toutes les raisons pour lesquelles c'est elle qui doit partir et pas son voisin. Donc, à tous les niveaux, on peut jouer, on doit jouer, et c'est aussi, je passe un peu du coq à l'âne, mais on dit toujours qu'il faut une pédagogie différenciée selon le niveau des élèves. Vos élèves ne sont pas tous, vous n'avez que très rarement des classes homogènes. Vous avez besoin d'expliquer à un petit groupe. Pendant que vous expliquez à un petit groupe, d'autres vont aller d'eux-mêmes choisir un jeu qui va leur permettre de faire des révisions, tout seul ou à deux. Ils vont faire un jeu de paires, là où on prend une douzaine de cartes différentes, on les mélange, on les retourne et on les sort une à une, et il faut trouver les deux qui vont ensemble. N'oubliez pas toutefois qu'en français, un mot, c'est un mot. Par exemple, si c'est un substantif,
le substantif est avec un article. Parce que là aussi, quand vous créez vos jeux, il faut que ce soit le plus utile possible, que ça apporte le plus possible. Et de cette façon-là, on s'aperçoit que quand vous vous dites « Ah oui, je travaille avec mon manuel, mais là, je pourrais mieux faire », eh bien, quand vous utilisez les jeux, vous pouvez toujours améliorer un jeu du commerce, améliorer un jeu que vous avez fait vous-même. Je vais revenir en arrière, je vais vous donner un exemple. Vous avez le vocabulaire de la maison. Il faut faire apprendre ce vocabulaire de la maison, c'est pas palpitant, hein, pas palpitant. Et comment faire? On a lâché dans la maison le petit caniche dont belle-maman a tellement peur. Hein. Ou bien, il y a quelqu'un qui est allergique, il faut vite, vite, vite reprendre le chien. Mais on n'arrive pas, le chien a disparu, où est-il? Et il change tout le temps de place. Il n'y a qu'un problème, c'est que votre maison, puisque en fait vous, ce que vous voulez, c'est faire apprendre le vocabulaire de la maison, et une seule personne a la place où se trouve le petit chien. Il y en a un qui représente la chambre, il y en a un qui représente le salon, il y en a un qui représente le grenier, il y en a un qui représente le garage. Eh bien, c'est très curieux, dans les maisons françaises, à 85%, il n'y a pas de toilette. Donc, quand vous ferez des jeux, bien sûr, on n'est pas dans le monde réel, mais c'est important aussi d'en profiter pour faire des jeux où apparaissent tous les mots qui seront utiles, tous les verbes qui seront utiles, toutes les situations qui sont réellement utiles. Utiles, mais aussi parfois amusantes. Hein. Jeu plaisir, jeu d'émotion. Je crois que, en gros, c'est... Et puis, là, j'ai eu l'air de vous présenter des jeux avec des cartes, avec des plateaux, avec des tas de pièces à photocopier. Mais on pourrait aussi parler presque aussi longuement de jeux à partir de rien. Je crois que... Mais ce sera pour une autre fois.